Quelques points du coup sur la suite, enfin en tout cas sur ce que je permets de vous présenter. L'objectif pour moi, ça a été de partir de ce qu'on savait déjà, savoir une monnaie décentralisée, donc repartir de Bitcoin pour voir comment est-ce qu'on pourrait en faire une économie décentralisée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait passer du paiement à la vente de produits, la vente de biens entre personnes. J'ai le malheur d'être le fondateur de Mubiz, qui un jour sera génial, mais qui pour l'instant attend qu'on grandisse. Et on s'est positionné, je vais vous montrer pourquoi, comment sur cette crypto-monnaie, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose que les autres n'ont pas et qu'il y a peut-être quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir voir l'histoire grandir. Premier point, je vais me permettre de poser la question que Lina n'a pas posée tout à l'heure. Qui parmi vous est développeur? Que sache si je peux utiliser des termes techniques dans tous les sens ou pas. Merci, quasiment la moitié de la salle. Qui parmi vous a déjà fait des paiements en crypto-monnaie, en A ou à des actifs divers et variés, dans la limite de la privacy évidemment. Merci, donc plus les 2 tiers de la salle. Entendu, c'est parti. Je repars du début, je repars de l'économie en général telle qu'on la connaît. On avait avant trois types de relations à l'extérieur. Je parle avant, dans les années 90. On avait un premier deal un peu tacite avec l'État qui nous apportait des services moyennant finances et des impôts. Donc ça, c'est un premier service qui est, ça inclut la monnaie, ça inclut l'éducation, ça inclut les armées, ça inclut énormément de choses. On a un deuxième deal qui, lui, n'est pas tacite, qui est vraiment, pour le coup, signé, c'est celui du contrat de travail. On a de l'argent parce qu'on travaille et qu'on aide une entreprise. Le troisième deal qu'on a, c'est avec là où on est acheteur, c'est quand on va acheter des biens et des services, auquel cas on fait un paiement moyennant quelque chose qui nous est donné, un moyen ou un service. Donc ça, c'est vraiment l'économie comme on la connaissait dans les années 90. Ça commence à être bouleversé un peu par les entreprises du web qui sont arrivées, on va dire, dans les années 2000, je simplifie à nouveau, mais qui ont apporté un nouveau deal qui est vos data, on vous de l'argent, donc vous êtes le produit et vous êtes à la fois l'utilisateur du service, donc vous n'avez plus besoin de payer, mais par contre, on va utiliser vos données. Donc c'est un nouveau deal dans lequel on a découvert qu'en fait, on avait de la valeur par rapport à nos données parce que ça allait pouvoir être vendu et réutilisé. C'est un raccourci rapide, mais ça vous donne un quatrième type de deal. Et on a en parallèle une autre chose qui est arrivée, qui est un autre deal à nouveau, qui est toute la partie de l'open. On a l'open qui a dit, pour une personne qui fait un effort, tout le monde peut en profiter sans limite. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. C'était quelque chose, c'est arrivé à partir de Linux. C'est la première fois qu'on a eu un code qui appartenait à tout le monde et qui, à chaque fois que quelqu'un l'utilisait, était disponible. À chaque fois que quelqu'un y apportait sa contribution, ça progressait. Ça a grandi. Ça, vous êtes bien placé pour le savoir aussi bien que moi. Ça a vraiment énormément grandi. Ça fait partie d'Internet. On peut considérer qu'Internet fait partie de l'open. On a vu énormément donc on a vu les cryptos, on a vu tout ce qui est OpenStreetMap, Wikipédia et autres. Donc quasiment dans tous les domaines, il y a maintenant une solution open qui permet de faire une bonne partie des services. Et cette vague-là, elle continue d'avancer, elle continue de grandir. On a eu récemment, avec la monnaie, on peut considérer que c'est une couche qui a été faite quasiment au niveau MOA. On peut considérer que c'est pas bien de dire ça ici, mais que la technologie de blockchain dans son grand ensemble permet de faire des activités dans tous les secteurs d'activité. Et donc on a maintenant au-dessus, avec un parti d'intelligence artificielle, on peut mettre ça en parallèle des équipes marketing qui sont actuellement dans les entreprises. Donc on voit que ça, en parallèle des entreprises, on a une similitude des deux côtés qui fait que cette participation de chacun au développement d'un projet open source fait des évolutions au fur et à mesure qui s'accumulent et qui font que chacun a cette évolution. Si vous avez compris quelque chose, vous avez du talent. Donc cette partie-là sur l'open grandit et apporte à chaque fois que quelqu'un y apporte quelque chose, ça permet à tous d'en profiter. Ça pose la question après l'utilisateur. Qu'est-ce que je vais utiliser comme service? Si la même chose m'est offerte par des entreprises que je connaissais auparavant et dans l'open source, qu'est-ce que je vais choisir en priorité? Qu'est-ce qui va faire que je vais préférer un système open d'un système qui est centralisé? Je pense qu'il y a plus grand monde, enfin en tout cas l'entreprise Encyclopédia n'a pas forcément des beaux jours devant elle ou alors qu'elle se réinvente. Donc c'est un exemple d'entreprise qui a été qui a vu son business quasiment disparaître par l'arrivée de Wikipédia et so on. Il y en a plusieurs qui ont, par des propositions open source, vu leur activité baisser. Ça met l'utilisateur devant ce choix. L'utilisateur se retrouve avec trois possibilités principales. La première, c'est le business classique. L'État autorise les entreprises à exercer en garantissant à l'utilisateur des conditions stables prévues par la loi dans lesquelles il va pouvoir gérer les litiges. Le classique, c'est vraiment les moyens de paiement. On peut l'imaginer pour les Fiat, mais on peut l'imaginer aussi pour les avocats, on peut l'imaginer pour les taxis, etc. Il y a énormément d'activités qui sont sous cette organisation. Ça tourne depuis des siècles. J'ai même marqué 1989, c'est vraiment un modèle
classique que tout le monde connaît depuis très longtemps. Deuxième modèle qui a été surnommé l'uberisation, mais qui à mon avis on pourrait appeler plutôt la paypalisation, parce qu'ils étaient quand même là avant, c'est le système de l'entreprise entre les deux va mettre en relation deux personnes à travers le monde pour un service. Donc elle va dire, moi je suis capable de m'interfacer avec je prends le cas d'Uber pour reprendre l'uberisation, avec un chauffeur d'un côté, avec un client de l'autre, et je suis capable de les mettre en relation. Et c'est moi qui fais les règles du jeu au milieu. Donc la personne auquel il va falloir faire confiance, c'est moi au milieu en tant qu'entreprise, qui va dire, je gère ma relation avec mes deux utilisateurs des deux côtés. Ça a déjà évidemment posé des frictions avec le premier modèle. Pour plus d'informations, on est un plus en France, il y a énormément d'informations là-dessus. Bitcoin arrive avec un troisième modèle. Il dit, moi, je n'ai pas envie que ce soit une entreprise qui gère, je veux que ce soit un réseau. Je vais permettre à deux personnes de faire leur activité directement entre elles. Ici, on avait énormément de garanties, des délais, des frais, des étapes intermédiaires, des contraintes et une réglementation. Mais on avait aussi des garanties. On savait qu'on n'y connaissait rien, mais c'était des entreprises qui allaient, moyennant finance, allaient nous mettre à disposition le service. Ici, on a l'autre bout. Ici, on a besoin d'être autonome, on a besoin d'être compétent, on a besoin de savoir comment ça fonctionne, mais par contre, une fois qu'on aura ces compétences-là, on est capable de faire par nous-mêmes toute l'utilisation qui est du service. Ça pose la question des intermédiaires. Ça laisse l'utilisateur devant le choix, est-ce que je vais passer ou pas par un système décentralisé? Qu'est-ce que j'y gagne finalement? Qu'est-ce qui me fait que je vais pouvoir me dire, finalement, ma carte par rapport à un paiement en Bitcoin ou en crypto en général, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça va être le même problème, je dis pour Bitcoin, mais c'est la même question pour le e-commerce, en lien avec la marketplace qu'on va voir juste après, enfin que vous avez déjà vu avec Lina. On a un système qui inclut actuellement des intermédiaires dont on a l'habitude et on se pose la question, mais qu'est-ce que j'y gagne finalement à ne plus avoir ces intermédiaires-là? Le gain, c'est déjà la rapidité, c'est les frais qu'on ne va plus avoir, donc on fait des économies de paiement. On a une protection de la vie privée, je suis capable de gérer moi-même, je suis autonome sur mon interfaçage, donc du coup je suis capable de faire moi-même ma gestion des données, je n'ai pas besoin de les confier à quelqu'un d'autre. Et j'ai aussi c'est mon propre système, donc c'est aussi à mes risques et périls. En limite, j'ai besoin de compétences techniques. Je ne peux pas faire ça sans avoir des bases en informatique. Il y avait la moitié de la salle qui était informaticien. Combien d'entre vous ont déjà installé une fois, je ne vous demande même pas ce que ça tourne actuellement, un système d'email? Qui a déjà fait ces emails? Voilà, donc on avait la moitié de la salle qui est informaticien, on a 2 personnes qui ont mis un système d'email SMTP. Ça veut dire que même parmi les informaticiens, un simple problème de système d'email, on est encore dépendant d'acteurs extérieurs qui nous mettent à disposition le service. Pas de lien avec un système centralisé, et on n'a pas toujours le même niveau de service. Même si on compare la Poste avec le système d'email, il y a des fonctionnalités qu'on trouvera d'un côté qu'on ne trouvera pas de l'autre. Bon, si on faisait des affaires. Maintenant, si on prend tous ces éléments-là sur la partie théorie générale sur les intermédiaires, si on l'applique uniquement à la partie e-commerce, qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser, l'appliquer? Les premières personnes qui se sont posées la question ont dit on ne va pas repartir d'une crypto-monnaie. Ça ne sert à rien de réinventer une crypto-monnaie, sachant que ce n'est pas notre particularité. Les premières personnes qui ont fait ça, c'est OpenBazaar. Ils se sont dit on va rajouter par-dessus un système de paiement décentralisé, on va rajouter un système d'e-commerce en reprenant BitTorrent, parce que finalement c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire plutôt que de dire entre 2 personnes, j'ai un fichier à télécharger, je voudrais télécharger un fichier, qui est-ce qu'il l'a? Et qu'à l'autre bout du réseau, quelqu'un dise le dernier album de Madonna, c'est moi qui l'ai, tiens, je te l'envoie. Ça va être, je voudrais acheter un t-shirt, qui est-ce qu'il y en a un? Et quelqu'un à l'autre bout du réseau va dire, c'est bon, je l'ai, je te l'envoie. Donc sur la partie data, ils ont repris BitTorrent et ils l'ont adapté pour faire du e-commerce. Pour la partie paiement, ils se sont dit, on va reprendre Bitcoin directement. Et donc ils ont mis du coup les 2 couches sur le même réseau, sur le même node. Ils ont rajouté une interface et ça a donné OpenBazaar. C'est une version simplifiée et rapide de OpenBazaar, mais c'est l'état d'esprit général. Aujourd'hui, c'est un meetup à particules, pas OpenBazaar. C'est probablement qu'OpenBazaar n'a pas été parfait et qu'il y avait des points qui ont finalement, après retour d'expérience, n'ont pas été nickel. Ils ont eu 3 grosses questions à se poser. Quel est le système d'escroc? Comment est-ce qu'on va on va imposer à la personne qui envoie le produit de vraiment le faire? Comment est-ce qu'on va se débrouiller pour que 2 personnes qui font un deal à travers le monde soient engagées pour faire ce business? La deuxième question, c'est la question des données. Comment est-ce qu'on va être capable de monter en puissance? Qu'est-ce qu'elle va être les outils de scalabilité qu'on va avoir? Et la dernière question, c'est quels vont être les moyens de paiement? Simplement, quelles sont les monnaies qu'on va utiliser? Quels sont les réseaux? Sur la partie escroc, ils ont choisi de passer par un système de modérateur. C'est-à-dire que 2 personnes étaient en deal, l'acheteur pouvant choisir parmi les modérateurs proposés par le vendeur. Je refais la même phrase dans un autre sens. Le vendeur mettait à disposition des modérateurs dans lesquels l'acheteur allait choisir avec lequel il voulait faire un deal. Il y a encore un sondage. Qui a déjà utilisé OpenBazaar? Autant que de SMTP, quoi. D'accord. Merci.
Ils ont choisi après d'extendre le nombre de monnaies. Ils se sont rendus compte que peut-être qu'une monnaie n'était pas suffisante. Je passe sur la partie données, ils ont fait des choix qui étaient, ce qui était le plus simple à ce moment-là, c'était d'être broadcast d'informations. On a capacité à dire, j'ai un produit en vente, je le mets à disposition sur tout le réseau. Ça a été lourd parce que niveau recherche, ça veut dire que quand je fais une recherche d'un produit, je suis obligé d'appeler tous les nodes du réseau. Donc je fais ma requête, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui va me répondre, ça va mettre 20 secondes. Enfin, on a fait des systèmes de scroll de tout le réseau, on avait des batchs de réponses, on ne savait plus qui avait répondu à quelle réponse, tellement il y avait du délai entre les deux. Donc ça n'a pas été ça. Le système de broadcast du système de recherche, ça ne pouvait pas être viable. Le dernier système, c'était le système de paiement. Ils ont dit, on ne va pas refaire notre monnaie, du coup on va utiliser le réseau, d'abord Bitcoin, puis après de plus en plus de monnaies. Le problème de ça, c'est que c'est des monnaies qui sont conçues pour être des actifs de réserve. C'est des monnaies qui ne sont pas prévues pour du business, qui sont prévues pour du stockage. C'est très bien, il faut les deux. Mais par contre, Bitcoin n'était pas du tout prévu pour faire du paiement, en tout cas pas pour que les gens achètent au quotidien. C'est un avis personnel. Et je pense que c'est quand même comme ça que c'est conçu. Du coup, la plupart des gens, ils disaient c'est très bien votre réseau, mais moi, j'ai pas envie de me galérer à faire un paiement par carte pour du Bitcoin, puis du Bitcoin pour acheter mon produit. Le Bitcoin, quand je l'en achète, c'est pour le mettre de côté et j'ai pas forcément envie de le réutiliser pour faire du paiement. Donc l'utilisation d'une monnaie, enfin de 1, 2, 12 monnaies qui sont prévues pour être des actifs de réserve, c'était pas l'idéal pour le cas. Est arrivé Particle. Donc on a eu est arrivé Particle. Je vais me calmer, moi je parle à toute allure. Ça va être insupportable. Faites des signes, je sais pas. Est-ce que par hasard, déjà au milieu de trucs, là, vous avez envie de me dire c'est n'importe quoi ou je peux continuer? Ça roule, je suis parti. Particle est arrivé, comme vous l'avez vu, avec une autre point de vue. Ils ont dit on va faire un MAD escroc, c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'ils avaient capacité à mettre en relation deux personnes et en les engageant via un séquestre, à dire le vendeur va devoir mettre de l'argent de côté qui va engager le fait qu'il va pouvoir faire sa vente et l'acheteur va devoir mettre aussi de l'argent de côté qui va garantir le fait qu'il ne va pas mentir sur le fait qu'il a été livré ou pas. Donc les deux sont engagés à trouver une résolution en cas de litige pour arriver à libérer l'argent. Le problème, c'est que ça impose de la trésorerie supplémentaire. C'est un peu la logique du call staking juste avant. C'est-à-dire que ça veut dire que pour acheter un, je suis obligé de mettre deux en séquestre. En tant qu'utilisateur, c'est quand même pas top. Mais c'est aussi la contrepartie de faire du business en peer-to-peer. Donc on a cette contrainte d'avoir une trésorerie supplémentaire par l'acheteur et par le vendeur. Sur la partie diffusion de données, ils ont choisi de faire de la diffusion de transactions directement sur le réseau et d'avoir en plus des images stockées dans IPFS. Là-dessus, moi, j'ai rien à redire. En tout cas, moi, je trouve que c'est la solution qui est idéale. Pour cette partie-là, je ne vois pas de limite. Je pense qu'on aura un jour un problème de scalabilité, mais pour l'instant, on ne sait même pas combien l'estimer. Dernier point, ils ont conçu une monnaie pour ce réseau. Ils ont dit, c'est cette monnaie-là qui tourne sur ce réseau-là. Par contre, après, vous pouvez faire des ponts et faire de l'atomic swap avec n'importe quel autre réseau. Donc, vous avez capacité à venir avec vos bitcoins cash, vos cannabis coins. Vous venez avec vos cannabis coins, vous faites un swap au hasard, je pense celle-là. Vous venez avec vos cannabis coins, vous faites un swap et vous pouvez faire l'achat sur le réseau. Donc, c'est une monnaie qui est prévue pour être en fait échangée avec les autres monnaies en atomic swap. C'est pas forcément directement vu comme un actif de réserve. Deux avantages, du coup, on est sur un modèle qui engage les deux acteurs, on a un modèle qui va monter en puissance, qui va garantir mieux la confidentialité, parce qu'on va pouvoir être en relation peer-to-peer, pas besoin d'ajouter un troisième acteur. Donc voilà, c'est beaucoup mieux qu'en soi, à mon humble avis. Pour la démonstration, on a mis à disposition des PC pour voir directement l'application. Je pense que c'est la vidéo qui n'a pas fonctionné tout à l'heure. Donc vous pourrez la voir en live. On a deux PC qui vous montrent le fonctionnement actuel sur le testnet. On espère une mise en prod sur le mainnet ASAP. Depuis. Mais normalement, là, vous pouvez voir déjà entièrement le fonctionnement sur le réseau de test. La vision du truc. Alors là, c'est en couleur et tout, ça fait un peu psychédélique, mais c'est la façon dont je l'ai imagé pour essayer de le rendre concret. Il y aura sur le réseau un réseau principal, une marketplace principale, qui sera publique, qui permettra à chacun de voir et d'acheter les produits qui sont en vente. Cette partie-là étant visible de tous, Mubiz et j'espère d'autres acteurs pourront mettre en vente ces produits-là, ou au moins proposer des explorateurs et pourront se présenter comme tiers de confiance. Alors c'est pas bien, mais ça permet aussi de rajouter du réseau et d'avoir une intégration mainstream. Donc arriver avec une passerelliste, un service de passerelliste pour vendre les produits qui sont sur la marketplace. Mais il sera aussi possible de faire des marketplaces privées, c'est-à-dire créer sa propre marketplace entre acteurs d'une liste de personnes qu'on autorise à rentrer sur son réseau. Donc faire une sorte de sous-réseau entre personnes ayant le wallet pour acheter et vendre des produits entre eux. Le réseau ne voyant pas ce qui est en vente, quelles sont les transactions qui sont faites, quels sont les paiements. Ces marketplaces pouvant même intégrer d'autres marketplaces, c'est-à-dire vous prenez une liste pour une sous-catégorie de produits et vous augmentez la taille selon la quantité de produits que vous voulez vendre ou le nombre d'acteurs que vous voulez intégrer.
sans limite de combien de marketplaces vous faites, sans limite non plus de produits que vous voulez mettre en place. Ce sont des réseaux qui sont... c'est le même réseau que Particle, c'est la même application que Particle, mais c'est des groupes, on peut voir ça comme des groupes qui font leur propre marketplace. Toujours avec moi? Ça fonctionne ou... C'est un peu space, mais... Ouais, il faut que je revoie les cours. Ok. Bon, les prochaines étapes, c'est sans engagement, c'est juste une vue d'ensemble. Les dates sont à libre interprétation des développeurs. Et les étapes sont simplement des idées sur la suite des opérations. Ça n'engage que les équipes de Particle, mais ça vous donne au moins des idées sur ce qui va probablement arriver. Courant mars, si tout va bien, il y aura une release en mainnet. En tout cas, le hard fork est prévu pour le 1er mars, donc ça laisse tout le mois de mars pour espérer que ce soit enfin en production. Dans les semaines qui vont suivre, en tout cas, ou dans les mois qui vont suivre, enfin bref, toujours en interprétation des développeurs, on devrait avoir assez rapidement Bulletproof, c'est-à-dire un système d'anonymat amélioré, RingCT qui était annoncé, qui est présenté, bref, tout un ensemble de fonctionnalités de manière à garantir plus de confidentialité sur le réseau. La suite est aussi annoncée, c'est de l'Atomic Swap et du Lightning Network, c'est-à-dire profiter de ce socle Bitcoin Core pour intégrer les dernières évolutions qui ont été faites sur Bitcoin. Pas besoin de redévelopper des choses qui sont bien avancées, bien plus pertinentes qui ont été faites sur Bitcoin que sur Particle. Donc c'est une bonne idée, à mon humble avis, de récupérer ces codes qui sont sur Bitcoin pour les mettre sur Particle. Et enfin, les marketplaces privés que je viens de vous présenter. Quel avenir on peut donner à ce projet? On se dit, OK, c'est génial, on a des évolutions qui arrivent. Et surtout, qu'est-ce qui va faire que ça va monter en puissance? Qu'est-ce qui va permettre de passer de quelque chose qui est en cours de développement à un premier projet? Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui va faire la suite? C'est là où le rôle de passerelliste fait, à mon avis, tout son sens. Sur le courrier, on a eu l'arrivée de Gmail, de Outlook, c'est le fait d'avoir de nouveaux intermédiaires qui font le lien entre un système décentralisé et un outil grand public. C'est ces passerellistes-là qui permettent de faire de la croissance, à mon humble avis. C'est ce qui se passe pour les courriers postaux. C'est aussi ce qui s'est passé pour les fiat avec les exchanges. C'est ce qui a fait une grande partie de la puissance et de la montée en puissance des crypto-monnaies. C'est les exchanges. Ils ont permis à chacun de se connecter, se créer son compte, faire un achat sans avoir besoin de directement aller trouver sur Local Bitcoin quelqu'un qui serait capable de le vendre. Je veux dire, le fait de fournir des outils grand public et de faciliter, même si c'est des entreprises qui prennent des fils au milieu, c'est quand même eux qui apportent énormément de cette puissance, cette montée en puissance. Pour l'e-commerce, il va falloir aussi ces passerellistes. C'est-à-dire si jamais on a un réseau décentralisé qui fonctionne pour que deux personnes s'achètent et se vendent des produits directement sur le réseau, il y aura besoin que des passerellistes apportent cette facilité d'utilisation au grand public. En tout cas, c'est un point de vue. C'est celui qui fait qu'à mon humble avis, il y aura besoin d'avoir déjà des outils pour voir ce qui se passe sur le réseau directement, donc avoir ces explorers de produits, être capable de faire des commandes, être capable de payer par carte et être livré à l'arrivée. C'est ça la promesse qu'on fait, c'est de dire vous n'avez plus besoin de télécharger l'application, vous n'avez plus besoin d'avoir des fiat, enfin vous avez besoin d'avoir des fiat, mais vous avez besoin d'avoir des cryptos. On va vous mettre à disposition tous les outils pour que votre user experience soit identique à celle d'Amazon. C'est-à-dire que vous vous rendez plus compte que vous avez fait un achat qui soit sur un réseau décentralisé. C'est ça l'objectif. Et c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Il n'y a rien d'extraordinaire. Techniquement, on peut mettre ensemble les nodes, on peut arriver à récupérer les informations, on peut préparer la commande, on peut faire le paiement. Je veux dire, c'est pas difficile en soi. En tout cas, il n'y a pas de grandes barrières qui sont identifiées. C'est là où Mubiz se place. C'est ce qu'on souhaite faire pour Mubiz, c'est faciliter l'utilisation et l'accès de ces produits au sein de l'entreprise. Démonstration de Mubiz, on va être short niveau chrono. Si vous voulez, je vous le montre, et avec grand plaisir. Mais pour gagner 3 minutes, 5 minutes, qui va nous permettre à CoinHouse de ne pas finir à 22 h, et je crois qu'ils vont apprécier, je vous propose simplement d'aller sur le site de mubiz.com, de voir directement comment le site fonctionne, ce qu'on met en disposition, et de voir directement comment est-ce qu'on a été capable de voir les produits en vente sur le réseau de OpenBazaar, les afficher, de les présenter et de faire des paniers. Donc ça fonctionnait déjà avec OpenBazaar, et on est prêt à l'utiliser, à faire juste une bascule pour le faire fonctionner sur Particle. Une architecture hautement technologique, rien d'extraordinaire, du front, middle, back avec les différents services, avec simplement des nodes qui vont chercher des informations dans Particle. Ouais, on ne va pas passer 10 ans dessus. 4 idées que vous pourriez retenir. Si au cas où vous avez des questions sur comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on l'a mis en place, je m'étais mis là, mais je pense qu'on va passer. 4 idées qui semblent, à mon avis, juste ce que vous pouvez en garder pour la suite. OpenBazaar a déjà permis de montrer que c'était faisable, que ça fonctionnait, que c'était capable de... C'était pas simplement une utopie. On peut faire demain du paiement entre deux personnes, enfin, plus que du paiement, de l'achat de produits entre deux personnes,
sans qu'ils se connaissent forcément et sans qu'il y ait besoin de passer par un site internet intermédiaire. Donc c'est faisable. On sait que techniquement, ça peut fonctionner et c'est le grand point qu'ils ont fait. Leur projet, je ne sais pas où est-ce qu'il ira, mais en tout cas, il a déjà permis de créer un standard. On est capable de reprendre pour tous les projets qui suivent ce qui a été fait, leur format de données, et d'en faire un standard et de le réutiliser. Donc ça a été un grand pas en avant. Je ne garantis pas l'avenir d'OpenBazaar, mais on sait déjà qu'il y a ces briques-là qui ont été faites et qu'on peut réutiliser dessus. Particle arrive avec une sorte de deuxième génération. C'est un peu un 2.0 du e-commerce décentralisé. On va être capable de faire du Madescro, on va être capable de l'intégrer sur un réseau, on va être capable de faire du business directement avec des wallets qui sont mis à disposition. Donc, c'est une sorte de pas en avant supplémentaire avec l'apprentissage qui a été fait d'OpenBazaar pour aller au-delà. Troisième idée, c'est que les passerellistes vont avoir un rôle à jouer dans cette croissance. Donc, j'espère à Zap qu'il y aura des concurrents de Mubiz. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça. Plus il y aura de personnes qui seront capables de vendre des produits, d'en acheter sur le réseau, plus le business de chacun va grandir. De même que les exchanges ont grandi parce qu'il y avait beaucoup d'exchanges qui se créaient et qu'il y avait de plus en plus de personnes qui achetaient et qui vendaient. Donc la croissance des exchanges ne se voit pas forcément comme des concurrents, la plupart se voient surtout comme des homologues. Ils font le même métier et le business qui est fait par l'un aide souvent l'autre. Je pense que ça va être à peu près la même chose pour Mubiz. Dernier point, on attend à Zap la release parce que dès que c'est en place, on sera capable en moins de 2 semaines de faire l'exploration des produits. Voilà pour ma partie et maintenant, si vous avez des questions, avec grand plaisir, vous pouvez y répondre rapidement et sinon on terminera au soft.